18h au local du Caire, bonsoir et bienvenue à ce deuxième journal en langue française pour aujourd'hui. Nos émissions en langue française reprennent et se poursuivront jusqu'à 20h au local. Le journal vous sera présenté ce soir par Hani Farag et moi-même Mahal Mahdi. Hani, bonsoir. Bonsoir Maha, bonsoir tout le monde et bienvenue chers téléspectateurs sur notre deuxième chaîne nationale mais aussi sur NAT TV International. Tout de suite les principaux titres. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses sincères condoléances au président américain Donald Trump et au peuple américain pour les victimes de la collision de deux avions à Washington. Le président el-Sisi a écrit sur ses pages officielles aux réseaux sociaux que nos cœurs sont avec les familles des victimes de cette douloureuse tragédie et nous demandons à Dieu de leur inspirer patience et réconfort. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué ses sincères condoléances aux États-Unis suite à l'accident d'un avion de passagers qui s'est écrasé dans la rivière de Potama après avoir percuté un hélicoptère près de l'aéroport Ronald ce matin. Le ministère a réaffirmé la solidarité totale de l'Égypte avec les États-Unis, gouvernement et peuple, et a présenté ses sincères condoléances et ses sympathies aux familles des victimes et à leurs proches. Près d'une vingtaine de corps ont été repêchés jeudi matin dans le fleuve Potomac, selon des télévisions américaines, après la collision au-dessus de Washington entre un avion de ligne transportant 64 personnes, dont des patineurs américains et russes, et un hélicoptère militaire. Le chef des pompiers de la ville de Washington n'a pas paru espérer retrouver de survivants et a indiqué à la presse que les 300 membres des secours d'urgence travaillaient dans des conditions extrêmement difficile, de nuit et dans des eaux glaciales et boueuses. L'avion transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage. Un responsable du Pentagone a précisé que 3 militaires étaient à bord de l'hélicoptère. Au niveau régional, le Premier ministre égyptien Dr Moussaf Madbouli et son homologue irakien Mohamed Shia Soudani ont co-présidé la 3e session du comité supérieur égypto-irakien à Bagdad. Cette réunion vise à renforcer les relations bilatérales et à approfondir la coopération économique entre les deux pays. Lors de la session, Dr Madbouli a transmis les salutations du président Sisi à son homologue irakien Abdelatif Rachid ainsi qu'au gouvernement irakien. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets régionaux avec un accent particulier sur la nécessité d'une coordination continue entre l'Égypte et l'Irak pour adopter des positions communes face aux défis actuels. De sa part, Dr Madbouli a exprimé la volonté de l'Égypte de soutenir les efforts de reconstruction en Irak en mettant à disposition l'expertise des entreprises égyptiennes dans des domaines tels que les infrastructures, le transport, le logement, l'industrie, mais aussi l'agriculture. Il a de même souligné l'importance du rôle du secteur privé dans l'activation des partenariats, l'augmentation des échanges commerciaux, annonçant la tenue d'un forum du Conseil d'affaires égypto-irakien en présence des chefs des entreprises des deux pays pour explorer les opportunités de coopération. À l'issue de cette session, plusieurs protocoles d'accord ont été signés couvrant divers domaines de coopération entre l'Égypte et l'Irak avec un engagement à les mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour les bénéfices mutuels des deux nations. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a souligné les efforts constants de l'Égypte pour surmonter les obstacles et établir un cessez-le-feu afin de mettre fin à la souffrance humanitaire dans la bande de Gaza. Cela a été exprimé lors de son discours d'ouverture lors de la conférence annuelle du Conseil égyptien des Affaires étrangères. Abdelghati a évoqué l'ampleur des défis sans précédent qui frappent la région en général et la question palestinienne en particulier, insistant sur le rôle irremplaçable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA.
3 otages israéliens ont été libérés aujourd'hui après quasiment 16 mois de captivité à Gaza. Lors du 3e échange des otages contre des prisonniers palestiniens prévus par le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les 3 otages israéliens, dont la soldate Agam Berger, une autre jeune femme, Arbel Yehoud, une civile de 29 ans, ainsi qu'un germano-israélien de 88 ans, Gadi Moses, doivent eux aussi être libérés aujourd'hui, seront échangés quand même contre 110 Palestiniens détenus par l'occupation israélienne, incluant 32 condamnés à perpétuité selon une ONG palestinienne. 5 Thaïlandais doivent également être remis en liberté dans la journée en dehors du cadre de l'accord de trêve. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, doit fermer aujourd'hui son bureau à Jérusalem sur ordre de la Knesset, au milieu d'une condamnation régionale et internationale. L'agence doit quitter toutes ses installations à Jérusalem, y compris Jérusalem-Est annexée par Israël. Cela concerne notamment des écoles et des centres de santé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a regretté cette décision unilatérale jugée manifestement déraisonnable et contradictoire avec les obligations internationales d'Israël. Les autorités ont autorisé l'entrée de 145 camions humanitaires, dont des camions de carburant dans la bande de Gaza. Les camions entrent après des contrôles de sécurité effectués au point de passage d'Al-Rouja et de Karma Roussel, au sud-est de Gaza. Depuis le début de la trêve, le 19 janvier, 2760 camions ont été entrés dans la région, dont 2593 camions contenant une aide humanitaire diversifiée et 167 camions de carburant. Le ministère palestinien de la Santé a affirmé mercredi que les forces israéliennes avaient tué 2 personnes lors de raids nocturnes distincts entre Cisjordanie occupée, dont un à Jénine, où l'armée mène une offensive majeure contre le camp de réfugiés. Le ministère de la Santé a également annoncé qu'un Palestinien avait été abattu dans la ville de Tulkarm par les forces israéliennes. Au moins 863 Palestiniens y ont été tués par l'armée israélienne ou par des colons depuis le début de la guerre à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. À Damas, l'émir du Qatar est arrivé ce jeudi, devenant ainsi le premier chef d'État à visiter la Syrie depuis l'éviction du président Bachar el-Assad début décembre. Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a été en fait accueilli à son arrivée par le président de la République arabe syrienne Ahmed Al-Shara. L'ambassade de Syrie à Doha avait été affirmé plus tôt que l'émir s'entretiendrait avec le président par intérim Ahmed Al-Shara lors d'une visite historique qui portera sur la coopération et l'aide dans plusieurs secteurs. Le ministère qatari des Affaires étrangères a salué mercredi les mesures visant à restructurer l'État syrien et à consolider la paix civile, la sécurité et la stabilité après que Al-Shara a été chargé de former un conseil législatif intérimaire pour la période de transition. Lors de sa visite à Damas, il y a 2 semaines, le Premier ministre qatari s'était engagé à soutenir la réhabilitation des infrastructures syriennes dévastées par près de 14 ans de guerre civile. Le dirigeant de facto de la Syrie, Ahmed Al-Shara, qui a pris le pouvoir le 8 décembre en renversant Bachar el-Assad, a été nommé mercredi président intérimaire dans un pays qui a amorcé une délicate phase de transition vers la démocratie, annonçant la dissolution de l'ancien Parlement et le gel de la Constitution de 2012. Les nouvelles autorités syriennes ont indiqué que M. Al-Shara était chargé de former un conseil législatif intérimaire pour la période de transition dont la durée n'a pas été précisé. Ahmed Al-Shara assumera les fonctions de président et représentera la Syrie dans les forums internationaux, ont annoncé les autorités lors de la réunion de mercredi soir. Ahmed Al-Shara a défini les priorités de la Syrie d'aujourd'hui selon les services. Combler le vide du pouvoir, préserver la paix civile, construire les institutions de l'État, œuvrer à bâtir une économie tournée vers le développement et redonner à la Syrie son rôle international et régional, a-t-il énuméré.
L'agence officielle libanaise ANI a annoncé mercredi une frappe et une agression israélienne, ou plutôt qu'une frappe, une agression israélienne avait touché le sud du Liban pour le deuxième jour consécutif, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre entre Israël et le Hezbollah. Mardi, le ministère libanais de la Santé avait fait état de 24 blessés, dont 2 frappes israéliennes dans le sud du Liban. Le Premier ministre libanais Najib Mikati avait dénoncé une nouvelle violation de la souveraineté libanaise, une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Il a de même ajouté avoir contacté le général américain Jasper Jeffers à la tête du comité chargé de superviser l'accord de cessez-le-feu, réclamant une position ferme pour s'assurer qu'Israël respecte ses obligations au regard du droit international. Une attaque de drone lancée par la Russie sur plusieurs villes d'Ukraine a fait au moins 4 morts dans une zone résidentielle à Soumy, une localité de l'est du pays, annoncé mercredi le ministère ukrainien de l'Intérieur. La Russie a lancé des attaques de drones et de missiles sur les villes ukrainiennes quasiment tous les jours depuis qu'elle a envahi l'Ukraine en février 2022. Des images diffusées par les services d'urgence montrent des secouristes fouillant les gravats pour retrouver des survivants. Le médiateur ukrainien pour les droits humains a précisé que 9 personnes, dont un enfant, avaient également été blessées à Soumy. En Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a assuré mercredi soir qu'une riposte vigoureuse était en cours dans l'est du pays et mise en garde contre un risque d'escalade régionale. Le groupe armé antigouvernemental M23 a pris en fait le contrôle de Goma, grande ville de plus d'1 million d'habitants, à l'issue d'une offensive claire de quelques semaines aux côtés de troupes rwandaises. Selon M. Tshisekedi, les violences risquent de conduire tout droit à une escalade dans la région des Grands Lacs. L'avancée fulgurante du M23 et des forces rwandaises a provoqué de nombreux appels à la communauté, ou plutôt de la communauté internationale, à cesser le combat. L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, mais aussi l'Angola ont notamment demandé à Kigali de retirer ses troupes. Le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a déclaré que la situation actuelle dans la région de la mer Rouge connaît de nombreux signes positifs en vue du rétablissement de la stabilité dans la région, ce qui permettra le retour progressif de la navigation maritime à son cours normal. Cela a été annoncé lors d'une réunion entre le président de l'autorité et des représentants de 23 agences maritimes majeures pour discuter de l'impact du retour relatif de la stabilité dans la région de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandab sur les plans des horaires de la navigation dans le canal de Suez pour la période à venir. La réunion s'est tenue dans le bâtiment du pilotage de l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia. Donc, avec cette dernière nouvelle sportive, nous devons clôturer cette édition d'Entre gens complets en langue française, notamment sur notre deuxième chaîne nationale. Mais suivez-nous pour plus d'informations, plus d'analyses sur NAL TV International. Et donc, merci, chers téléspectateurs. Merci, Marin. Merci, Annie. Merci à tous. Très bonne fin de soirée, bonne continuité sur NAL International et à la prochaine.